Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité pour parler de cette relation difficile et problématique entre les jeunes et la police. On s'en souvient ces dernières années, la mort tragique de jeunes fauchés par des véhicules de police ont mis en évidence des tensions extrêmes entre jeunes qui estiment que la police abuse de son pouvoir et puis d'autre part les policiers qui considèrent eux que cette jeunesse ne respecte plus aucune règle. Est-ce qu'on peut arriver à une entente? En tout cas, on va le voir avec nos invités aujourd'hui pour jeter les pistes de quelque chose de constructif. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Selma Ben Khalifa. Bonjour Selma. Bonjour. Vous êtes maman. Vous représentez ici sur ce plateau Front de Mer, Belgique. Front de Mer est donc une association née en 2016 en France qui rassemble les parents, papa, maman, qui luttent contre les discriminations de leurs enfants, notamment à l'école et en dehors de l'école. Vous allez nous en reparler. Vous êtes également militante, féministe et avocate à Progress Lawyers Network Bruxelles. J'ai bien fait la petite bio rapide. Merci Selma. Je suis aussi contente de recevoir Nordine Saidi. Bonjour Nordine. Bonjour. Vous êtes, intervenant psychosocial à l'ASBL Macadam et vous représentez ici Bruxelles Panthère. C'est bien ça. Cela. Vous allez aussi nous expliquer ce que fait la Panthère. Elle est noire, elle bondit pour se défendre mais n'attaque jamais. Exactement. Et puis enfin, Boutafala Khaled. Khaled Boutafala, bonjour Khaled. Vous êtes directeur de l'AMO, Action en milieu ouvert, Atmosphère, et vous allez nous expliquer ce que fait cette action, cette AMO en milieu ouvert, j'y arriverai. Nous avions invité également le comité permanent de contrôle de services de police pour avoir leur avis, l'organe de contrôle donc, de la police. Ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui, n'ont pas pu donc nous rejoindre en plateau. Je vais un petit peu commencer avec Nordine. Vous allez nous redresser un peu la situation actuelle et les problématiques qui, pour vous, vous semblent les plus importantes actuellement. Et donc, on sait bien maintenant, d'après les études, surtout en France, que les Noirs, les Arabes ont 20 fois plus de risques de se faire contrôler par la police. Et donc, les contrôles, les insultes, les brutalités policières affectent de manière disproportionnée un certain type de population. Donc, pour nous, lorsqu'on parle de violence policière, c'est toujours adossé avec la notion de racisme et de racisme d'État. Et on l'a vu ces dernières années, mais ce n'est pas que ces dernières années, c'est au moins depuis une cinquantaine d'années, une longue liste de personnes qui sont mortes dans des histoires liées de près ou de loin avec la police, que ce soit des morts par balle ou des morts par étouffement ou des morts par chocage, comme on l'appelle lorsqu'une voiture de police renverse une personne ou un véhicule. Donc, c'est ce qu'on appelle clairement du profilage ethnique. Rappelez-nous cette notion. Oui, c'est ce qui est appelé profilage ethnique ou profilage racial quand... ça serait difficile de le définir autrement que par les chiffres. Les Noirs et les Arabes, littéralement, en France, ça a été étudié dans les gares, ont 20 fois plus de risques de se faire contrôler par la police. Et donc, c'est pas parce que les Noirs et les Arabes commettent 20 fois plus de délits, c'est juste parce que les Noirs et les Arabes sont 20 fois plus contrôlés. Vous dites en France, mais en Belgique aussi, on est En Belgique, il n'y a pas d'étude qui est faite sur le pourcentage de risque qui encourt un Noir et un Arabe face à la police. Néanmoins, avec Bruxelles Panthère, on suit ça depuis de longues années. On établit même une liste des victimes. Et vu le nom des victimes, on peut vous garantir qu'un Noir ou un Arabe face à la police ou dans un commissariat ou en interaction avec la police a de très hauts risques de voir que la situation se passe mal et malheureusement jusqu'à la mort. Vous êtes, comme je l'ai dit en introduction, intervenant psychosocial à l'ASBL Macadam. C'est un centre de jour et d'accompagnement situé à Anderlecht et qui accueille des jeunes sans-papiers qui vivent dans la rue. Au quotidien, vos impressions à vous quand vous les côtoyez, quand vous les aidez, vous sentez qu'il y a une peur, une crainte, qu'ils sont insécurisés alors qu'ils devraient être plutôt sécurisés? Tout à fait. Là, en fait, c'est c'est deux situations vraiment tout à fait différentes. Je parle des Noirs et des Arabes, c'est des profils comme moi, c'est Noirs et Arabes ou comme Khaled, qui sont belges en fait, et donc qui ont 20 fois plus de risques de
se faire contrôler par la police. Et le public avec lequel je travaille est en fait, encore pire, alors, comme travailleur social et comme militant depuis au moins une quinzaine d'années sur les violences policières, je peux vous assurer que je me suis très vite rendu compte que je n'y connaissais rien en fait sur les violences policières. Donc les violences policières que les jeunes des quartiers, jeunes et moins jeunes de quartier, peuvent subir face à la police, elles sont en fait incomparables face à une personne qui n'a pas de papier, qui n'est même pas considéré comme un être humain. Et donc, je peux vous garantir que tous les jours, mais pas un jour sans, les jeunes avec lesquels je travaille sont victimes de violences physiques très graves aux alentours de la gare du Midi de la part de la police. Ils sont aussi, surtout ce que j'ai appris, ce qui n'arrive pas forcément avec les jeunes de quartier, sont victimes de rackets ou de vols de la part de la police. Donc très régulièrement, rien que cette semaine, il y en a au moins 2 qui m'ont dit « Ah ben, ils m'ont pris 400 €, ah, ils m'ont pris mon GSM, ah, ils m'ont pris ma casquette, ah, ils m'ont pris mes baskets ». Donc ça, c'est des situations tellement inimaginables que même en tant que militant, on n'a même pas mené de travail sur ça en informant en fait, les citoyens que des jeunes, souvent mineurs, sans papier, quand ils sont aux mains de la police, se font littéralement racketter, brutaliser, violenter, et avec 0 plainte et 0 témoignage au bout du compte, en fait. Selma Ben Khalifa, quand on entend Nourdine, quand vous l'entendez, qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes avocate, comment est-ce que cette justice ne peut pas s'appliquer? Comment est-ce que la justice ne peut pas s'appliquer? Comment peut-on vivre dans une impunité pareille? Le problème, c'est l'impunité. On a vu des images, parce que parfois, dans les commissariats, il y a des caméras, et parfois les images sortent. Donc, des policiers dénoncent, parce qu'on ne dit pas que tous les policiers sont méchants. On n'est pas absolument là, effectivement, pour faire le procès de tous les policiers, on est bien d'accord. On dit qu'il y a une minorité de type ultra-violents, malhonnêtes, qui commettent des infractions en profitant de leur statut de policier, et qui, quand ils sont dénoncés par leurs collègues, sont quand même protégés par l'institution, et donc se retrouvent à avoir pris le pouvoir, en fait. Et c'est les collègues qui ont dénoncé qui se retrouvent harcelés par la minorité ultra-violente. On a vu des images qui ont été données, sorties du commissariat, où on voit un policier être super violent avec un sans-papier qui est assis menotté, donc sans aucune justification. Et quand on demande des explications, eh ben, on nous répond « Ah, la justice le policier n'a eu aucune sanction disciplinaire, la justice doit suivre son cours. » Mais dans n'importe quel autre job, la caméra de surveillance de votre service vous voit taper sur un usager, vous êtes viré dans l'heure pour faute grave. Et donc le problème, c'est qu'il n'y a pas des sanctions qui sont prises immédiatement qui permettent d'écarter de la police ces éléments qui sont vraiment nuisibles et pour les citoyens, et pour l'image de la police, au sein de la police également. Mais même pour leurs collègues, parce que au sein de la police, il faut aussi savoir qu'il y a du harcèlement sexiste, qu'il y a du harcèlement raciste. Donc, ces éléments doivent être écartés. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est cette impunité et cet esprit de corps qui font que ces gens sont protégés. Je le disais donc aussi en introduction, le comité permanent de contrôle des services de police a été convié sur ce plateau. Malheureusement, personne n'était disponible. 3000 plaintes ont été déposées au comité P en 2023. Et vous voulez dire que sur ces 3000 plaintes, aucune n'aboutisse ou quelques-unes aboutissent? Et pourquoi certaines et pas d'autres? Il n'y a pas de régularité? Très peu aboutissent. Très peu aboutissent parce que d'abord, il y a quand même des faux PV qui sont assez systématiques. Donc, ça a été étudié par la Ligue des droits humains et ça a été relevé par la Cour européenne dans l'affaire de mon collègue dont nous allons parler à ma droite. Quelques instants. Dès qu'il y a violence, les policiers violents demandent à leurs collègues de dresser un PV de rébellion pour justifier la violence.
Et quand, dans beaucoup de dossiers, on arrive, en travaillant, avec tout un travail pour faire émerger la vérité, à démontrer que le PV était un faux, et pourtant, il n'y a jamais de poursuite contre l'auteur du faux PV. Alors qu'il a commis une infraction, et une infraction grave. Parce que si on veut pouvoir avoir confiance dans les procès-verbaux dressés par la police, il faut être sûr qu'ils disent la vérité dans le procès-verbal. Or, s'ils commencent à mentir, et surtout, s'il y a l'idée générale que si tu mens dans le PV, au mieux, personne ne s'en rendra compte, au pire, on s'en rendra compte, mais il t'arrivera quand même rien. Évidemment, ça va se faire de manière systématique. Là, je vous appelle à l'avocate qui se cache derrière Selma, mais il y a aussi la maman. Et vous représentez ici sur ce plateau notamment Front de Mer. Expliquez-nous les actions de Front de Mer. Donc, ce sont vraiment ces mamans-là qui sont témoins des difficultés des jeunes dans les rues, dans les écoles, un peu partout. Et puis, je le précise, 7 jeunes sur 10 à Bruxelles ont un sentiment d'insécurité. Donc, en tant que maman, j'ai des enfants qui se sentent insécurisés, à qui il pourrait y avoir un contrôle. On se rappelle, il y a en juin passé, à la mort de Naël en France, il y a eu à Bruxelles l'idée qu'il pourrait y avoir des émeutes à Bruxelles en rapport avec les émeutes qu'il y a eu en France. Et donc, des jeunes ont été arrêtés, des mineurs ont été arrêtés, menottés, alors que c'est interdit maintenant par la loi, emmenés au commissariat, fouillés, détenus, de manière préventive. Mais qu'est-ce que ça veut dire de manière préventive? Ça veut dire que tu n'as encore rien fait, mais tu pourrais peut-être faire quelque chose. Il y a des vidéos qui ont été filmées par des citoyens où on voit des jeunes qui sont assis place de la Monnaie au soleil... et qui tout d'un coup sont pas un danger, embarqués, qui ne comprennent même pas pourquoi. Qui sont noirs et arabes. Oui. Parce que sur les images qu'on voit à Place de la Monnaie, c'est ça. Il y a peu de blonds. Mais mes enfants à moi ne sont pas blonds non plus. Et je me souviens qu'on habite à Anderlecht. Ils devaient aller gare du Midi parce qu'ils devaient passer le week-end à la mer, chez de la famille. Et ils ont 13 et 14 ans, hein. Ils savent prendre un train tout seuls. Mais j'aurais dit, vous n'allez pas tout seul à la gare du Midi, vous pourriez avoir des problèmes avec la police. Et je me suis dit, mais tu te rends compte que... Je me suis rendu compte que j'avais plus peur de la police que d'éventuels... que des voyous, des toxicos qui sont gare du Midi. Et il y a des toxicos gare du Midi. Mais pour mes 2 gamins de 13 et 14 ans, je voulais les accompagner parce que j'avais plus peur d'une arrestation préventive ou d'un contrôle qui tourne mal de la police. Et ça n'est pas normal. Je n'ai pas envie, en tant que maman, d'avoir cette crainte. Et quand je la partage avec d'autres mamans, et évidemment, on est aussi en relation parce qu'on les soutient avec des mamans qui ont perdu un enfant tué par la police. Eh bien, cette crainte, on la partage toutes et on voudrait en faire quelque chose. Que vous avez été l'avocate de la famille de Maouda. Oui, aussi. Donc, en tant que mère, je veux aussi faire quelque chose au-delà de mon boulot d'avocat pour soutenir d'autres mères et de voir qu'est-ce qu'ensemble on pourrait faire pour protéger nos enfants. Avant de Khaled Boutafala, avant de revenir à ces jeunes qui se sentent en insécurité à Bruxelles, et ce qu'on peut mettre en place avec eux pour justement qu'il y ait un rapport plus facile avec la police, ou en tout cas plus juste, je voudrais rappeler votre histoire. Khaled, vous avez vous-même été victime de violences policières. Vous avez saisi la Cour européenne des droits de l'homme en 1999 et vous venez de gagner, entre guillemets. Mais vous me disiez hors antenne que le gain, il n'est pas énorme, évidemment, puisque vous avez quand même un casier judiciaire. Racontez-nous en quelques mots ce combat que vous avez mené presque 10 ans. Pardon. La difficulté, en fait, c'est le fait de se faire entendre et d'être cru par la justice. Et je crois que tu parlais d'impunité. C'est vraiment ce sentiment-là qui ressortait, en fait, à chaque fois qu'on était présent devant un juge. On n'était pas entendu, donc mon avocat et moi-même, nous n'étions pas entendus par rapport au discours qu'on venait apporter, l'histoire qu'on racontait. Et donc là, on était vraiment en difficulté par rapport à ça, parce que c'était à nous à prouver
qu'on était innocent alors que c'était nous qui étions accusés et que c'était plutôt à l'État de prouver en réalité que j'avais éventuellement commis quoi que ce soit. Et donc là, il y avait une balance qui n'était pas équilibrée. Et c'est un des arguments sur lesquels la Cour européenne des droits de l'homme nous a donné raison. Et donc voilà, mais au final, c'est le fait de ne pas pouvoir être entendu en tant que victime qui est assez difficile à vivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour rajouter un peu ce qu'il disait, les violences verbales, mais elles peuvent être, les violences physiques ou les violences policières, elles peuvent être de différents ordres. Elles ne sont pas simplement le décès d'une personne, mais il y a toute une autre série de choses qui peuvent arriver, des intimidations, du racket, comme on vient de dire, qui sont répétitifs et qui pourrissent la vie des jeunes qui peuvent en être victimes. Et le sentiment d'impunité, qui est aussi quelque chose qui est une réalité. Très peu de policiers sont condamnés. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas seulement la victime du policier, mais il y a aussi éventuellement tous les témoins qui ont assisté à la scène. Il y a la famille, éventuellement, de la victime. Donc, tous ces gens n'ont plus confiance dans l'institution policière. Et en fait, la police ne se rend pas compte, en fait, qu'en laissant agir de la sorte ces policiers-là, mais elle nuit à l'image de l'institution policière et de la confiance que les citoyens sont en droit d'attendre par rapport à la police. Ils sont découragés, j'imagine, parce que beaucoup ne peuvent pas, comme vous, aller en justice, saisir la Cour européenne des droits de l'homme, avoir un avocat. Donc beaucoup se sentent découragés ou voire commencent à nourrir une haine. Il y a très peu de jeunes qui vont jusqu'à porter plainte. Parce qu'il y a justement cette information, cette idée qu'il y a très peu de recours qui aboutissent. Et le combat judiciaire est un combat qui est très long. Moi, mon dossier a commencé en 1999. Il s'est terminé pour partie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est plus de 10 ans de combat. Et donc voilà, c'est très compliqué. C'est un coût financier, il ne faut pas se leurrer. Avoir un avocat et introduire des procédures, c'est un coût au quotidien qu'il faut pouvoir... Beaucoup ne peuvent pas assumer ou ne sont pas prêts à assumer dans la longueur. Et donc ça, c'est une difficulté aussi que les gens peuvent rencontrer au quotidien. Et moi, c'est vraiment la confiance dans la justice qui n'y est plus. Alors, pour parler des choses constructives qui peuvent être mises en place, Khaled, vous avez proposé donc dans l'AMO dont vous êtes directeur, Atmosphère, une formation. Une formation pour qui? Pourquoi? Pour les jeunes? Pour leur apprendre à communiquer avec la police? C'est un comble aussi, Selma, vous allez nous en témoigner, de devoir apprendre. Il faudrait des deux côtés pouvoir apprendre. Mais donc, en quoi consistait cette formation aux jeunes? Mais ici, le constat est parti de jeunes qui venaient se plaindre régulièrement de violences. On avait des échos aussi d'autres travailleurs sociaux qui recevaient de plaintes de jeunes, mais qui ne savaient pas les aiguiller ou ne savaient pas répondre à leurs questions. Donc on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de pouvoir former les travailleurs, d'une part, sociaux, pour pouvoir répondre aux demandes des jeunes, aux questions des jeunes, d'une part, mais aussi de former aussi les jeunes sur leurs droits et leurs obligations dans l'espace public. Parce que c'est vrai que voilà, c'est quelque chose d'important. Et donc on a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Donc formation des travailleurs sociaux, formation des éducateurs. Et on a mis en place un outil qui est l'outil des joutes verbales, en collaboration avec les ambassadeurs d'expression citoyenne, qui sont nos partenaires sur ce projet-là. On a mis en place des ateliers où on met en lien des policiers et des jeunes d'une même zone d'action et on leur demande de débattre sur une thématique qui sera réfléchie au cours des ateliers. Et ils devront jouter. Donc rétablir de la communication, rétablir la communication. Il y a plusieurs outils il y a plusieurs outils de communication et que chacun puisse comprendre en fait quelle est la position de l'autre et quelles sont les difficultés l'un de l'autre. Ramener de l'empathie finalement dans cette relation-là. Un espace de dialogue dans un cadre bienveillant. Comment a été accueillie cette formation par les jeunes? Mais les jeunes, il faut d'abord les convaincre. Certains mordent tout de suite parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, d'autres n'ont pas confiance. Et donc il faut passer ce terrain-là de la confiance. Et on a le plaisir de dire, j'ai envie de dire, que les jeunes sont plus participatifs. Ils ont tellement de choses à dire, ils ont vécu tellement de choses qu'ils n'ont pas peur de le dire quand ils sont face aux personnes. Et donc ça crée quand même quelque chose de super intéressant. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment se passent ces débats. C'était la première fois que vous organisiez ces débats? Non, ça fait depuis plusieurs années qu'on en organise systématiquement. On en fait 3-4 par an. 3-4 sessions par an. Et donc, c'est 4 sessions de 3 à 4 heures où il y a des jeux de rôle qui permettent justement, ou des situations qui permettent à chacun de prendre conscience de la situation de l'autre. Et finalement, il y a une joute finale qui est réalisée devant un public
soit dans un théâtre, soit dans une maison communale, où justement on mixe les policiers et les jeunes, et ils ont un thème qu'ils doivent défendre, avec un pour et un contre. On ne leur laisse pas le choix. Les équipes sont mélangées et donc ils doivent s'entraider et argumenter pour pouvoir répondre à l'argument de l'autre partie. Ça porte ses fruits. Là, vous travaillez donc main dans la main maintenant avec certains services de police et des deux côtés, ça porte ses fruits, vous le sentez? Ça porte ses fruits, mais ce n'est qu'une partie en fait. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, tant que la justice ne sera pas présente et tant que la justice ne fera pas son travail, on pourra faire des joutes où il y a plein d'autres outils qui sont mis en place par le secteur associatif pour justement permettre aux jeunes et aux policiers de pouvoir se retrouver en pleine sécurité dans l'espace public. Mais tant que la justice ne fera pas son travail, malheureusement, on n'avancera pas d'énormément. Je le rappelle, je fais une petite parenthèse, le Centre d'action laïque préconise dans son mémorandum de travailler sur le rapport entre les jeunes et la police, ce que vous faites, d'encourager la formation continue des forces de l'ordre sur les droits humains et la gestion des conflits, mais aussi renforcer la formation sur le racisme et le profilage ethnique dont on parlait avec Nordine. Ce ne sera qu'à partir de là qu'on pourra éventuellement entrevoir un autre futur, Selma. Ou c'est plus structurel, plus profond, plus politique? Je pense qu'il y a vraiment la question de l'impunité. Parce que la formation, la faiblesse de cet argument de la formation, c'est que le policier qui frappe un arabe en lui disant bougnoule de merde, le policier qui frappe un noir en lui disant sale, etc., il sait qu'il ne peut pas. Il ne faut pas lui donner une formation pour lui dire qu'il ne peut pas. Il le sait déjà. Vous pensez qu'effectivement la formation contre son racisme, c'est peine perdue. Il ne changera pas d'avis. Par contre, voilà. Et en fait, son racisme individuel, quelque part, je veux dire, on s'en fout. S'il est raciste et qu'il n'a pas le pouvoir d'exercer son racisme sur le jeune, parce qu'il y a un cadre qui fait que tu frappes ce jeune, t'es viré, si dans sa tête, il pense qu'il n'aime pas les Noirs ou qu'il n'aime pas les Arabes, c'est son problème et ça n'ira pas plus loin. Le problème, c'est ce manque de cadre qui permettent de mettre fin à l'impunité, de dire il y a violence, c'est fini. Comment mettre fin à cette impunité, Selma? Quelles sont les pistes, à part restructurer en profondeur, peut-être Moi, je crois qu'il faut des poursuites chaque fois qu'il y a une preuve de violence, même en l'absence de plainte. Parce que si la caméra a filmé des coups complètement injustifiés, même si le jeune ne se plaint pas, c'est pas autorisé. Donc ça, il faut des poursuites. Et il faut vraiment protéger les lanceurs d'alerte. Parce que le problème, c'est que celui que je vais appeler le flic sympa, celui qui va à la joute verbale, qui s'entend bien avec les jeunes et tout ça, c'est lui qui va dénoncer son collègue quand il va avoir une violence. Mais si après qu'il ait dénoncé son collègue, c'est lui qui se retrouve harcelé au sein de son commissariat parce qu'il est la balance, il n'osera plus le faire. Et si en plus il voit que le fait qu'il ait dénoncé ne mène à rien et que son collègue n'a aucune sanction, il ne le fera pas la prochaine fois. Et il sera découragé même de revenir vers ces jeunes. Parce qu'à partir du moment où il a une chouette relation avec eux, ces jeunes lui disent « Mais t'as vu ton collègue ce qu'il m'a fait et toi tu dis rien ?» Mais si, je l'ai dit, mais... Et donc... on met finalement ceux qui sont les plus positifs pour l'institution et pour les citoyens en difficulté, et ceux qui sont les plus négatifs ont ce sentiment d'impunité qui ne peut rien m'arriver. Donc c'est politiquement qu'il va falloir faire bouger les choses, là, dans les prochains mois, Selma? Je pense que c'est politiquement, mais avec la politique avec un grand P, c'est pas uniquement l'échéance électorale, c'est que le sujet commence à devenir un sujet de société. On en parle de plus en plus. Et si ça devient un sujet de société, il y a moyen de faire bouger les lignes, je pense. Donc il faut de plus en plus en parler. Nordine? Oui, si on en parle de plus en plus, parce que ça fait 2 fois qu'on le dit, qu'on en parle de plus en plus, juste je voudrais rappeler que si on en parle de plus en plus, c'est pas subitement une conscience citoyenne ou encore moins politique qui a décidé de s'intéresser aux violences policières. C'est parce qu'il y a des personnes, dont Bruxelles Panthère, qui font un travail depuis une quinzaine d'années maintenant à dénoncer le racisme et les violences dont sont victimes les Noirs et les Arabes. Le discours n'était pas si facilement audible il y a quelques années. C'était, ben non, chaque fois qu'on parle de racisme, chaque fois qu'on parle de violence policière, vous venez avec la question du racisme.
eh ben, il semble que maintenant ça devient une évidence. J'ai un autre avis par rapport aux lanceurs d'alerte. Selon moi, il n'y a pas de lanceurs d'alerte à la police, parce que s'il y avait des lanceurs d'alerte, en fait, Selma, Bruxelles Panthère, les associations seraient inondées en fait de dénonciations de la part de ces lanceurs d'alerte. Malheureusement, on n'a pas ça. Il ne fait pas le pas, il s'arrête à... Une des propositions, par exemple, qu'on émet, on n'est pas de la police, donc on ne travaille même pas au bon fonctionnement de la police, mais une des propositions, c'est que les services publics ouvrent une ligne 10800 où chaque policier, victime ou témoin d'agissements racistes, sexistes, homophobes dans un commissariat peut prendre son téléphone et téléphoner, dénoncer ces agissements avec une garantie de l'anonymat et d'un suivi des plaintes. On a dit qu'il y avait 3000 plaintes qui avaient été déposées au comité P. On sait très bien que tout le monde ne porte pas plainte et donc c'est qu'une la partie émergée de l'iceberg. Et donc, comme les citoyens ne portent pas plainte, il faut peut-être permettre en fait ou trouver un moyen à ce que les bons policiers qui sont victimes ou témoins d'agissements puissent les dénoncer sans devoir en subir les conséquences. On est bien d'accord là qu'on parle de policiers qui sont en rapport avec des jeunes et dans la rue. On ne parle pas des forces spéciales qui s'occupent de grand banditisme, dont le jeune policier qui est mort en exercice il y a une dizaine de jours, 15 jours. Ça n'a rien à voir. Pour ceux qui nous écouteraient, évidemment, on ne remet pas en cause le bon travail de certains services de police, évidemment. Non seulement de certains services de police, mais de la police en général. Nous, à Bruxelles Panthère, on le dit très, très régulièrement, les individus, en fait, on s'en fout. On ne critique pas les policiers de manière individuelle. Sur le système. Ça ne nous intéresse pas du tout. Et comme c'est le maladie, si le policier veut être raciste, en fait, nous, on n'est pas là pour le rendre antiraciste. On est là pour que son racisme, il ne puisse pas l'exercer de manière légale. Donc, on ne demande pas à ce qu'il devienne soudainement un antiraciste ou qu'il commence à aimer les Noirs et les Arabes et les défendre. Juste, on demande qu'il ne puisse pas, de manière légale, faire fonctionner son racisme. Et dans notre critique de la police, c'est jamais individuel, c'est le système policier et l'impunité qu'on critique avant tout. Merci Nordine. Cette émission se termine tout doucement. Je vais peut-être rappeler des sites internet si on veut poursuivre le débat autour de ça. Front de mer, Selma, on peut vous rejoindre sur la page Facebook pour toutes celles et ceux qui auraient envie de vous rencontrer ou de pouvoir partager actions et autres et avoir des renseignements. Donc c'est Front de mer. Nous avons aussi Bruxelles Panthère. Nordine, c'est Bruxelles Panthère, thefreecat.org. Au .be, ça marche. .be, voilà, ça marche aussi. Ici, s'affiche dans le bas de votre écran. Et puis atmosphère.amo.be pour poser toutes les questions qu'on voudrait à Khalid et ses équipes. Et bien sûr aussi policewatch.be qui est le site internet de la Ligue des droits humains, policewatch.be. Merci Khaled pour tout votre travail et continuez avec ces formations. Beaucoup de courage, Selma. Merci également d'avoir été là aujourd'hui et merci Nordine. Merci pour l'invitation. En espérant vous revoir dans quelques mois, quelques années avec de bonnes nouvelles et puis quelque chose de plus apaisé. On verra. Merci Inch'Allah, comme on dit chez moi. Inch'Allah. Merci aussi à tous ceux qui ont choisi de nous suivre, d'avoir été là. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.